15 novembre, Olaf Scholz, le chancelier allemand, a eu un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine. C'était une première depuis longtemps et tu peux t'imaginer que ça n'a pas vraiment plu à Kiev. Avec cet appel, Scholz a clairement montré qu'il voulait reprendre le dialogue avec la Russie, un projet qu'il semblait avoir en tête depuis un bon moment, surtout après la victoire de Trump. Son objectif ? Arriver à un accord. Attention, Scholz a quand même précisé à Poutine que l'Allemagne condamnait fermement la guerre, qu'elle soutenait une solution négociée, mais qu'elle resterait aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Mais bon, est-ce que Scholz tiendra vraiment parole ? On peut l'espérer. Le gros problème, c'est que la Russie, comme toujours, continue de jouer selon ses propres règles. Pendant cet appel, Scholz a critiqué Poutine pour les attaques sur les infrastructures civiles. Et qu'est-ce qu'a fait Moscou 24 heures après cet échange ? Une énorme attaque de missiles contre l'Ukraine. C'était carrément la plus grosse attaque des 3 derniers mois. 120 missiles et 90 drones explosifs ont été lancés sur des villes et des centrales énergétiques. Le but de Poutine est clair. Avec l'hiver qui arrive, il veut plonger les Ukrainiens dans le froid, et quand on dit ukrainien, on parle bien sûr de la population civile. Personne n'arrête Poutine avec des coups de téléphone. L'attaque de la nuit dernière, l'une des plus importantes de cette guerre, a montré que la diplomatie téléphonique ne peut pas remplacer un véritable soutien à l'Ukraine de la part de tout l'Occident. Donald Tusk, Premier ministre polonais. Heureusement, l'attaque massive de missiles contre l'Ukraine a eu moins d'impact que ce que Poutine espérait, grâce à l'efficacité croissante de la défense antiaérienne ukrainienne. Par exemple, certains des missiles ont été interceptés par des F-16 récemment livrés à l'Ukraine. Mais malgré ces efforts, tout n'a pas pu être stoppé. Des centrales électriques ont été touchées et les civils continuent de subir les conséquences des frappes russes dans leur propre quartier. Tu veux un exemple ? Regarde ce qui s'est passé dans la ville de Soumy. Là-bas, une frappe russe sur un quartier résidentiel a gravement endommagé 10 immeubles d'habitation. Bilan ? Au moins 10 morts et 50 blessés. Apparemment, ces civils qui dormaient paisiblement représentaient une menace majeure pour la Russie. Ils devaient être terriblement dangereux pour les plans du Kremlin. Mais bon, ça, c'est la méthode de Poutine. En réponse à cette attaque massive, et sans doute pour renforcer l'Ukraine avant d'éventuelles négociations menées par la nouvelle administration Trump, les États-Unis ont pris une décision importante. Dimanche 17 novembre, le New York Times a révélé une fuite de la Maison-Blanche. Biden aurait levé le veto qui empêchait jusque-là l'Ukraine d'utiliser les armes à longue portée fournies par les États-Unis pour frapper des cibles en Russie. C'est un véritable tournant dans ce conflit. Avec ce feu vert, l'Ukraine pourrait frapper des objectifs bien au-delà de ses frontières. Et ça, pour Poutine, c'est une ligne rouge de plus qui est franchie. Concrètement, on peut s'attendre à ce que l'Ukraine lance bientôt ses premières frappes avec des missiles de précision longue portée. Les armes en question, les fameux ATA-CMS, des missiles du système tactique de l'armée états-unienne, capables d'atteindre des cibles jusqu'à 306 km de distance. Une nouvelle étape qui va sans doute redéfinir le conflit. Biden a répondu dans un langage que le président russe Vladimir Poutine comprend. Radoslav Sikorski, ministre des Affaires étrangères polonais. Les amis, il y a du nouveau. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, réclamait depuis des mois la possibilité d'utiliser des armes à longue portée contre la Russie. Jusqu'ici, la Maison-Blanche s'était montrée catégorique. Non, il n'en est pas question. Pourquoi ? Principalement à cause de la crainte d'une escalade incontrôlée, sachant que la Russie reste une puissance nucléaire. Bref, Washington voulait éviter à tout prix certaines lignes rouges. Mais tout ça vient de changer avec une nuance importante. Dans un premier temps, l'autorisation accordée par les États-Unis se limite à la région de Koursk. Cela dit, il n'est pas exclu que l'Ukraine obtienne le feu vert pour viser d'autres cibles à l'avenir. Affaire à suivre. Pour rappel, l'été dernier, l'Ukraine a lancé une de ses opérations les plus ambitieuses, une incursion directe sur le territoire russe. Mais depuis, cette offensive s'est enlisée. La Russie a renforcé ses lignes avec de nombreuses troupes et pour ne rien arranger, des renforts et des munitions en provenance de Corée du Nord arrivent sur cette ligne de front. La région de Koursk, elle, joue un rôle stratégique clé. Elle pourrait bien devenir une carte essentielle pour l'Ukraine dans d'éventuelles négociations futures. Autrement dit, c'est une monnaie d'échange cruciale que Kiev ne peut pas se permettre de perdre. C'est précisément pour aider l'Ukraine à tenir ses positions et pour contrer l'arrivée des équipements nord-coréens que Biden a finalement changé d'avis. Le feu vert est donné. Dans cette vidéo, on va te détailler les conséquences de cette décision de dernière minute, comment ce changement pourrait s'inscrire dans la stratégie future de Donald Trump et ce qui se passe actuellement sur le front ukrainien. Mais d'abord, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. Allez, c'est parti!
Ces derniers mois, un nouvel acteur a fait une entrée remarquée dans la guerre en Ukraine, même si son implication était déjà connue sous d'autres formes, la Corée du Nord. Ce soutien, qui s'intensifie, déclenche des alarmes à la fois militaires et politiques. Au départ, Kim Jong-un fournissait principalement des munitions, environ 3 500 000 obus d'artillerie de 155 mm et de nombreux missiles auraient déjà été envoyés à la Russie. Mais récemment, Pyongyang est passé à un tout autre niveau. Désormais, la Corée du Nord livre des équipements bien plus lourds. Selon les renseignements états-uniens, on compterait 50 systèmes d'artillerie d'une portée de 60 km et 20 lance-roquettes multiples de 220 mm, décrits comme les plus modernes selon les normes nord-coréennes. Ces armes ne sont pas seulement un soutien. Elles permettent à la Corée du Nord de tester ces systèmes directement sur le champ de bataille. Et ce n'est pas tout. Environ 11 000 militaires nord-coréens auraient aussi été déployés, concentrés dans la région stratégique de Koursk. L'objectif, renforcer les efforts russes pour regagner le terrain perdu. En fait, il y a deux enjeux majeurs à surveiller. Déjà, Koursk est un atout essentiel dans les négociations, surtout si celles-ci sont menées sous l'administration Trump. Si la Russie récupère Koursk avant la fin de la guerre, Poutine pourrait se vanter d'avoir restauré la souveraineté russe sur ce territoire. Ça lui donnerait un argument de poids pour exiger des concessions ailleurs. En clair, le statut de Koursk pourrait influencer le rapport de force diplomatique. Surtout que si l'Ukraine perdait Koursk, ça affaiblirait considérablement sa position. Face à une Russie déterminée, appuyée par des équipements et des troupes nord-coréennes, Kiev doit se battre pour garder le contrôle de cette région. Sans cela, Moscou pourrait arriver aux négociations en position de force et ça changerait toute la donne. La Russie essaie de s'affirmer autant que possible avant le changement d'administration aux États-Unis. Nim Vali, major général des forces armées estoniennes. Soyons honnêtes, ces derniers mois ont été difficiles pour tout le monde. Certes, la Russie perd énormément de troupes, mais l'Ukraine n'est pas épargnée. Elle subit elle aussi de lourdes pertes et malheureusement, elle perd également du terrain. Pas en masse, mais on peut dire que l'avancée russe, bien que lente, est régulière. Le point difficile pour les troupes russes reste dans la région de Donetsk. Les progrès sont faibles. Selon les jours, elles avancent de quelques centaines de mètres ou de quelques kilomètres car la défense des Ukrainiens est solide. Nim Vali, major général des forces armées estoniennes. C'est clair que la situation sur le terrain reste compliquée. Les renforts nord-coréens ne vont pas transformer la guerre immédiatement, mais le potentiel de leur implication inquiète. Pour l'instant, ce que Kim Jong-un a envoyé, troupes et matériel, n'équivaut qu'à environ 1 semaine et demie de pertes russes. C'est très peu quand on sait que d'après Lloyd Austin, le secrétaire US à la défense, les Russes subissent environ 1200 pertes par jour, soit 36 000 par mois. Un chiffre énorme qui force la Russie à recruter en urgence, mais ça, c'est un autre sujet. Le danger, c'est que la Corée du Nord augmente encore la mise. Si le nombre de soldats nord-coréens atteignait 100 000, là, on parlerait d'un véritable bouleversement. Un tel nombre pourrait redéfinir les rapports de force avant même qu'un accord de cessez-le-feu ou qu'un traité de paix ne devienne envisageable. Face à cette menace croissante et pour répondre à l'attaque massive contre les infrastructures électriques ukrainiennes, Biden a décidé de passer à l'action. Le feu vert donné pour l'utilisation d'armes à longue portée a pour objectif de soutenir le front de Koursk et dissuader Pyongyang d'envoyer encore plus de troupes. Cette décision suit la même logique que celle adoptée récemment par la France et le Royaume-Uni qui ont autorisé l'Ukraine à attaquer le territoire russe avec leurs missiles à longue portée qu'ils ont co-développés ensemble, le Storm Shadow pour les Britanniques et le Scalp pour les Français. Un tournant dans le conflit et une demande que Zelensky n'a cessé de marteler depuis des mois. Aujourd'hui, avec ce feu vert des grandes puissances occidentales, Zelensky peut enfin se targuer d'avoir obtenu ce qu'il réclamait. Le plan pour renforcer l'Ukraine est un plan gagnant que j'ai présenté à nos partenaires. L'un de ces points est la capacité de frappe à longue portée de notre armée. Aujourd'hui, beaucoup dans les médias parlent du fait que nous avons reçu une autorisation, mais les attaques ne se lancent pas avec des mots. Les missiles parlent d'eux-mêmes. Volodymyr Zelensky. Ceci dit, il faut relativiser. L'autorisation donnée par Biden n'est pas aussi large que Zelensky l'aurait espéré. Le feu vert concerne des cibles spécifiques à Koursk et peut-être quelques autres points stratégiques en Russie. Mais on est loin d'un chèque en blanc permettant à l'Ukraine de frapper librement sur tout le territoire russe. Jusqu'ici, on a parlé de la perspective militaire de cette décision. Mais il y a une autre dimension plus politique. Et là, le débat est bien plus divisé. On retrouve deux camps d'analystes. Pour les premiers, les sceptiques, cette décision risque de durcir encore plus les relations avec Moscou, compliquant la possibilité d'un accord de paix. Ils pensent que cette escalade rendra tout dialogue encore plus difficile. Ensuite, il y a les optimistes auxquels nous appartenons. Selon cette vision, Biden vient en réalité de jeter une bouée de sauvetage à Trump. Pourquoi ? Eh bien, en donnant son feu vert maintenant, Biden renforce la position de négociation des États-Unis et de l'Ukraine, et ce, avant que le nouveau président ne soit officiellement investi. Ah, et ça permet aussi à l'administration Biden de revendiquer cette initiative au lieu de la laisser à la future administration Trump. Cela dit, soyons honnêtes.
Ce feu vert ne va pas changer radicalement le cours de la guerre. Oui, c'est un pas important, mais son impact direct sur le conflit reste limité. Alors la question essentielle reste, où en sommes-nous vraiment dans cette guerre? Allez, on fait le point tout de suite. Un nouveau type de guerre. Ces derniers mois, la guerre en Ukraine a peut-être perdu en visibilité dans l'actualité, mais ça ne veut absolument pas dire qu'elle est terminée. La réalité est que les combats continuent d'être acharnés. La Russie, qui aujourd'hui est passée à l'offensive, subit plus de 1000 pertes par jour. C'est un chiffre énorme qui montre à quel point les affrontements restent intenses. Pendant que Moscou essaie de grignoter des territoires, l'Ukraine concentre ses efforts sur des cibles stratégiques comme les centres de stockage de munitions et de fournitures russes. Mais soyons clairs, malgré l'offensive à Koursk et quelques changements ci et là, la carte territoriale n'a pratiquement pas bougé. Les Russes progressent, mais au ralenti. Les deux camps restent solidement retranchés, transformant le conflit en une guerre d'usure. Cependant, la guerre a pris un tournant technologique majeur ces derniers mois, l'explosion de l'utilisation de drones. C'est simple. L'Ukraine et la Russie ont intensifié la production de drones à un niveau incroyable. Ces machines sont désormais les véritables stars du conflit. Exemple. La Russie a largement augmenté son recours aux drones Shahed, des appareils kamikazes bon marché conçus en Iran. Depuis début septembre, Moscou les utilise presque tous les jours. En octobre seulement, la Russie aurait déployé plus de 2000 drones Shahed contre l'Ukraine. Et comme ils sont maintenant produits en masse directement en Russie, leur utilisation ne risque pas de diminuer. Zelensky bien sûr est furieux. Pourquoi? Parce que la Russie fabrique ces drones avec des composants censés être interdits par les sanctions internationales. Pourtant, Moscou continue de se procurer des milliers de pièces provenant de Chine, mais aussi d'Europe et même des États-Unis. Comment fait-elle? Comme on l'a déjà expliqué, elle passe par des pays sous influence en Asie centrale, comme l'Arménie, l'Ouzbékistan, le Turkménistan ou encore le Kazakhstan. Ces nations servent de porte dérobée pour contourner les restrictions et alimenter l'effort de guerre russe. Ce lot de Shahed représente plus de 170 000 composants qui n'auraient jamais dû atteindre la Russie. Des puces, des contrôleurs, des processeurs et d'autres composants sont nécessaires pour que la Russie puisse continuer ce terrorisme. Volodymyr Zelensky. L'Ukraine n'est pas en reste dans cette guerre des drones. Au contraire, elle a pris une longueur d'avance en produisant bien plus de drones que la Russie. Ces drones, loin de se limiter à des fonctions défensives, jouent un rôle clé dans la stratégie offensive de Kiev. Ils ciblent non seulement les troupes russes, mais aussi des infrastructures vitales comme les raffineries de pétrole, les usines d'armement et les dépôts de munitions. C'est clairement l'un des domaines où l'Ukraine excelle. Les drones, grâce à leur faible coût de production et leur efficacité, sont devenus un atout majeur. Cependant, leur utilisation massive a aussi transformé le conflit. Les changements territoriaux se ralentissent car il ne s'agit plus seulement de contourner les tranchées et les défenses classiques. Il faut désormais faire face à des essaims de drones qui compliquent toute avancée sur le terrain. À part ça, quels sont les avantages pour l'Ukraine? Mais déjà, en fabriquant un grand nombre de drones à bas coût, l'Ukraine a réussi à rééquilibrer le rapport de force face à l'armée russe, bien plus nombreuse en termes de soldats et de matériel lourd. Ensuite, l'un des défis majeurs pour l'Ukraine reste la disponibilité du personnel militaire, surtout bien entraîné. Contrairement à la Russie, l'Ukraine a moins de soldats à sa disposition et ne peut pas se permettre de grosses pertes. Les drones, en automatisant certaines opérations et en limitant les risques humains, permettent de compenser ce désavantage. Mais attention, cet avantage technologique ne résout pas tout. Les troupes ukrainiennes sont épuisées, elles n'ont pratiquement aucun répit et cette fatigue généralisée affecte leur efficacité au combat. Même avec un arsenal de drones performants, le manque de personnel frais et bien entraîné reste un obstacle majeur pour Kiev dans cette guerre de longue haleine. Les troupes ukrainiennes et leurs commandants sont de plus en plus préoccupés par les problèmes de troupes, en particulier par la qualité des nouvelles recrues et la fréquence à laquelle elles sont blessées ou tombent au combat. Christopher Miller, correspondant de FT Ukraine. Depuis l'adoption en mai d'une nouvelle loi sur la conscription, l'Ukraine recrute désormais autant de soldats que la Russie, soit environ 30 000 nouveaux effectifs par mois. Un chiffre qui démontre l'engagement de Kiev, mais qui cache une réalité bien plus compliquée. Ces nouvelles recrues manquent souvent de formation adéquate et de matériel. C'est là que les drones jouent un rôle crucial permettant de compenser certaines lacunes sur le terrain. Cela dit, une critique provenant de l'entourage de Trump mérite d'être considérée. En 2024, l'administration Biden et les alliés européens risquent d'avoir mené cette guerre dans une impasse. Pourquoi? Parce que le conflit se résume de plus en plus à deux options. Forcer une négociation comme Trump le propose ou donner à l'Ukraine la puissance de feu nécessaire pour vraiment inverser la tendance sur le terrain. Au fond, la deuxième option semble la meilleure. Elle enverrait un message clair aux dictateurs. Le recours à la force ne paye pas. Mais si les alliés de l'Ukraine n'optent pas pour cette stratégie, prolonger inutilement la guerre risque simplement d'alourdir les souffrances de millions de civils. Au départ, il était prévu que 2024 soit une année de transition,
avec l'idée qu'en 2025, l'Ukraine disposerait d'une armée mieux armée et équipée, capable de lancer une véritable contre-offensive d'envergure. Mais ce plan semble compromis à cause de l'élection de Trump et des tensions croissantes entre Washington et Kiev, surtout avec la nouvelle administration. Malgré tout, le feu vert partiel donné par Biden pour l'utilisation d'armes à longue portée est une excellente nouvelle pour l'Ukraine. Les Russes devraient en ressentir les effets dans les semaines qui viennent, surtout si Kiev utilise cette capacité pour frapper des infrastructures stratégiques en Russie, comme Moscou l'a fait en Ukraine. Ça pourrait dissuader Poutine d'intensifier les attaques sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. L'enjeu, l'Ukraine pourrait arriver plus forte à l'investiture de Trump, ce qui renforcerait sa position lors de futures négociations. Et maintenant, à ton tour, que penses-tu de ce changement de stratégie de l'administration Biden? Est-ce que cette nouvelle capacité donnée à l'Ukraine pourrait changer le cours de la guerre? Laisse-nous ton avis dans les commentaires et comme toujours, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'oublie pas de liker et de t'abonner à Diplo si c'est pas encore fait. Merci pour ton soutien et à très bientôt.